Bonsoir les énigmates, j'espère que vous vous portez bien. Merci d'être à nouveau fidèle à la chaîne pour un témoignage tout à fait exceptionnel de l'émission American Alchemy, dans laquelle l'invité du jour est un témoin direct d'une collaboration entre humains et entités venues d'un autre monde. Nous sommes dans les années 60, à l'Indian Springs Air Force Range, dans le Nevada. Charles Hall, jeune météorologue de l'US Air Force, se retrouve confronté à l'inimaginable, des êtres blancs élancés appelés les Tall Whites, les grands blancs. Mais loin de n'être que des extraterrestres froids et énigmatiques, Hall découvre qu'ils ont des habitudes presque humaines, qu'ils rient, qu'ils observent, qu'ils mangent, et oui, qu'ils font même leurs besoins comme nous. Ce récit n'est pas une légende, c'est l'histoire d'un homme qui a vécu au quotidien avec l'autre, l'inconnu, et qui nous raconte ce contact comme on parle d'un voisin étrange, mais familier. Charles Hall sera stationné dans un lieu qui ne laisse personne indifférent, la fameuse zone 51. Pendant 2 ans, il aura des contacts réguliers avec cette race extraterrestre. Cette conversation s'annonce totalement hallucinante, tant à son histoire personnelle qu'à ses qualifications de physicien absolument ahurissantes. Et il a un recul incroyable pour nous faire transparaître une façon de penser alien proche de l'humain. L'animateur de cette chaîne s'appelle Jesse Mitchells. Aujourd'hui, on va parler d'extraterrestres qui vont aux toilettes, des moteurs d'ovnis, accrochez-vous, ça va parler physique, et de théories subatomiques capables de remettre en question Einstein lui-même. Tu sais, beaucoup de gens que j'ai pu interviewer ont eu des interactions, disons, fugaces. Une rencontre unique, un instant suspendu. Certains furent enlevés par des grilles, d'autres ont croisé un grand blanc ou un nordique. Mais toi, Charles, toi, tu as vécu des années entières d'interactions. Avec les 3 espèces, certes, mais surtout avec les grands blancs. On raconte qu'il y a, là-bas, un cheval blanc géant, luminescent, presque radioactif, qui erre la nuit autour des terrains d'entraînement. Et ces êtres, même lorsqu'ils sont tes amis, dégagent toujours une tension, car ils arrivent toujours lourdement armés. Mais avant tout, je vais présenter notre invité, Charles Hall. Hall s'est engagé dans l'US Air Force en 1964, à seulement 19 ans. Il fut formé comme observateur météo, des vents, les nuages, la visibilité, le quotidien banal d'un jeune technicien, jusqu'à ce qu'il soit affecté à la base de Nellis, au Nevada. De 1965 à 1967, il passe de longues périodes isolées dans les zones de tir d'Indian Springs. Là, au cœur du désert, seul, avec ses instruments, il commence à remarquer des choses étranges. Des silhouettes, grandes, pâles, presque luminescentes, qui bougent à distance. Au début, il croit à des fantômes, ou à des hallucinations nées de la solitude. D'autres observateurs voient les mêmes choses. Ils appellent ça la légende de Ranch for Harry, un cheval blanc, fantomatique, irradiant, errant dans le désert. Un des observateurs aurait même été blessé lors d'une rencontre et réformé médicalement. D'autres ont tout simplement refusé de retourner sur le poste. Mais Hall est différent. Quelque chose en lui l'empêche de flancher là où les autres ont cédé. Ses supérieurs le remarquent et les grands blancs aussi. Dans cette solitude brûlante, ce huis clos à ciel ouvert, Charles Hall interagira peu à peu avec eux. Ces êtres le suivent, l'observent, le testent. Ils apparaissent soudainement, disparaissent tout aussi vite, cherchant à mesurer ses réactions. Peu à peu, Charles apprend leur langage. Un langage sans mots, fondé sur les gestes, les intentions et les émotions. Malgré plusieurs revers douloureux, il finit par établir un lien de confiance. Il observe des groupes familiaux, des parents, des enfants, des anciens. Il en vient même à considérer l'un d'eux comme un frère. Charles affirme que les Grands Blancs vivent dans des installations souterraines situées à l'extrémité nord de la vallée d'Indian Springs, avec leur propre hangar pour leurs vaisseaux. Une histoire qui rappelle étrangement celle de Bob Lazar. Il découvre leurs différents types d'astronefs et, comme on le verra dans notre conversation, ce qu'il décrit correspond en grande partie à ce que nous savons aujourd'hui des UAPs, ces phénomènes aériens non identifiés dont tout le monde parle depuis 2017. Mais les Grands Blancs ne sont pas la seule espèce extraterrestre évoquée dans ce récit.
Charles parle aussi des gris, ces petits humanoïdes frêles à la tête disproportionnée qui correspondent parfaitement à l'image classique de Roswell. Selon lui, la technologie des grands blancs surpasse celle des gris, mais les gris viennent d'une planète plus proche que celle des grands blancs, et ce sont eux qui sont arrivés les premiers sur Terre. Roswell en filigrane. Et puis, il y a les Nordiques, parfois aussi appelés les Norvégiens aux 24 dents. Charles est décrit comme plus patient, plus diplomate, parfois même bienveillant, en comparaison des grands blancs. Certains passent même pour des humains et se fondent dans la foule sans attirer l'attention. Les spéculations ne manquent pas sur la manière dont ces différentes espèces, présentes ici depuis des millénaires selon Hall, auraient influencé l'évolution ou la structure sociale de l'humanité. Et si tout cela vous semble complètement fou, je vous comprends. Franchement, moi aussi. Et croyez-moi, on ne fait qu'effleurer la surface. Personnellement, je ne sais pas vraiment quoi penser de cette conversation. Il y a des choses que Charles Hall s'apprête à dire qui me dépassent complètement. Alors voilà, c'est mon introduction. Sans plus attendre, je vous présente notre invité de la semaine, un véritable American Alchemist, Charles Hall. C'est un honneur de vous recevoir, Charles. Ça faisait longtemps qu'on attendait cette rencontre. Vous êtes le sujet d'un documentaire fascinant, Walking with the Tall Whites, réalisé par Émile Marzac. Mais vous êtes aussi l'auteur d'une série impressionnante de livres intitulée Millennial Hospitality. Vous avez rencontré de nombreuses personnes qui ont vécu des expériences ponctuelles. Des abductions par des gris, des contacts avec des grands blancs ou encore des nordiques. Mais vous avez vécu des années d'interaction, surtout avec les grands blancs. On va en parler bien sûr, mais avant ça, j'aimerais qu'on évoque votre théorie du photon de Hall. Vous affirmez qu'Einstein s'est trompé et qu'il a d'une certaine façon figé la physique au cours du siècle dernier. Je suis tout à fait certain qu'Einstein s'est trompé. J'ai d'ailleurs publié plusieurs ouvrages, notamment Beyond Relativity, au-delà de la relativité, et réalisé une vidéo sur Rumble intitulée Mirage Galaxies and Ages in Space. Le mirage des galaxies et les ponts de l'espace. Ages, c'est un acronyme, ça désigne une zone particulière de l'espace. J'ai aussi travaillé sur un second film avec Émile, Walking with the Tall Whites, Aftermath. Marcher avec les grands blancs, les conséquences. Où je développe cette idée. Tout cela est lié à ma théorie du photon de Hall, que j'ai d'ailleurs fait enregistrer dès 1997. Je suis convaincu qu'il existe bien plus de particules subatomiques et de champs de force que ceux pris en compte par la relativité. C'est pour ça que la théorie d'Einstein ne décrit pas la réalité telle qu'elle est. Pour remettre les choses dans leur contexte, vous êtes un esprit brillant, vous avez un master en physique nucléaire, et vous avez littéralement explosé les scores lors du test de maths de l'armée avant de vous engager. C'est exact, j'étais dans l'Air Force, et sur les 500 questions du test de mathématiques, je n'en ai raté qu'une. Et encore, c'était celle que je cochais pile au moment où la cloche a sonné. Si j'avais eu 10 secondes de plus, j'aurais fait un sans faute. Incroyable. Et vous me disiez tout à l'heure, hors caméra, que c'est l'observation d'un vaisseau extraterrestre qui vous inspirera votre théorie du photon. Vous avez vu un engin qui, selon vous, se déplaçait plus vite que la lumière. C'est exact. La base de Dennis supervise tous les champs de tir d'Indian Springs. Et j'y étais affecté comme observateur météo de mars 65 à mai 67. À l'époque, en 1965, la zone 51 n'est que la porte d'entrée d'un ensemble de terrains numérotés jusqu'à la zone 60. Je suis passé par toutes ces zones. Elles se regroupent en secteurs qu'on appelle des lands. Le plus célèbre, c'est Dreamland. Mais contrairement à ce que tout le monde croit, la zone 51 n'est pas Dreamland. C'est simplement Groom Lake, la plaine salée. Dreamland, elle, correspond aux zones 53 et 54, c'est-à-dire toute la moitié nord de la vallée d'Indian Springs, la vallée à l'est appelée Dogbone Valley, et une partie de la vallée à l'ouest jusqu'à French Peak. Le plus grand choc pour moi, ce n'est pas d'apprendre que des extraterrestres vivent sur Terre depuis au moins l'ère glaciaire. Non, le vrai choc, c'est de découvrir que la théorie de la relativité d'Einstein est fausse. Ok les énigmates, donc on a un gars plus choqué par une erreur de physique d'Einstein que par des aliens qui se baladent sur Terre. Les vaisseaux des grands blancs et des gris, ceux de Roswell, dépassent la vitesse de la lumière sans difficulté. La technologie des grands blancs est nettement supérieure à celle des gris. Mais les gris viennent d'une planète plus proche, et ils sont arrivés avant eux. Je dirais que dans 90% des cas, quand quelqu'un observe un véritable vaisseau extraterrestre, c'est un appareil gris. Et dans environ 10% des cas, c'est un vaisseau grand blanc. Les gris sont beaucoup plus nombreux. Je me souviens très bien du choc que j'ai ressenti le jour où j'ai vraiment compris qu'Einstein avait tort.
J'étais alors de service sur le champ de tir numéro 3, en pleine observation météo. C'était quand exactement ? Au milieu des années 60, l'été 65 pour être précis, il y a eu une période d'environ 6 à 8 semaines pendant laquelle j'étais convaincu que mes amis, les grands blancs, que j'appelle le professeur, Ranch for Harry et le guide, ont quitté la Terre. Je pensais qu'ils étaient partis en mission ou en vacances sur une autre planète habitée, quelque part autour d'une autre étoile. Un bon candidat aurait été Arcturus, ou peut-être une étoile voisine. Et puis un jour, ils reviennent. Je croyais vraiment qu'ils étaient partis en voyage, et l'étoile Arcturus se trouve à environ 36 années-lumière de la Terre, alors que la plus proche, Alpha du Centaure, est à un peu moins de 4 années-lumière. Pour faire un aller-retour vers un autre système et revenir en 2 mois, il faut que le vaisseau voyage à une vitesse au moins 40 fois supérieure à celle de la lumière, peut-être davantage. Beaucoup de gens qui nous écoutent vont se demander ce que ça signifie concrètement. Vous dites qu'ils viennent et repartent d'un système situé à 36 années-lumière. Mais que voyez-vous réellement ? Ces vaisseaux, vous les observez arriver ? Oui, on peut les voir approcher ou repartir lors des nuits de pleine lune, ou quelques jours avant, parfois juste après. Leur base se trouve au nord d'Indian Springs, et ils utilisent Dongbon Lake comme piste d'atterrissage. Et à quoi ressemblent ces vaisseaux ? À des tic-tac, vous voyez, comme des œufs blancs. Leur forme est ovale, lisse et sans arête. En les voyant pour la première fois, j'ai pensé à une version géante de moteur de train de passagers, mais sans aucune pièce mécanique apparente. Tout est rond, fluide, ellipsoïdal. Comme dans les témoignages du commandant Fravor en 2004 lors de l'observation du Nimitz, ou plutôt comme celui de l'Onizamora à Socorro en 1964. Disons que c'est entre les deux. Pas tout à fait un tic-tac rigide, pas non plus une capsule pointue. C'est une forme parfaite, homogène, d'une blancheur presque luminescente. Et y avait-il des symboles, des marques comme des hiéroglyphes ? Pas sur la coque extérieure, non, mais à l'intérieur, oui. Leur écriture ressemble beaucoup à des hiéroglyphes égyptiens. D'ailleurs, certains hommes qui travaillaient avec moi pensaient sincèrement qu'il s'agissait d'anciens Égyptiens, qu'ils se sont retrouvés piégés dans la vallée d'Indian Springs et continuent d'utiliser leur propre écriture sacrée. Ils peuvent se tenir juste devant vous, littéralement à 1 mètre. Je parle d'expérience directe. Et quand ils communiquent entre eux, ils utilisent parfois des sons trop aigus pour que l'oreille humaine les perçoive. Si on ne savait pas ce qu'ils faisaient, on jurerait qu'ils communiquaient par télépathie. Ils restent assis, silencieux, et soudain l'un d'eux éclate de rire, comme s'ils venaient d'échanger une blague sans prononcer un mot. Et bien sûr, leur technologie électronique détecte les pensées humaines, mais aussi en implante artificiellement dans la conscience. Tout ça par des moyens électromagnétiques. Vous dites ça d'expérience directe. Vous avez donc vu un appareil capable d'implanter des pensées. Oui, mais ce n'est pas un engin encombrant qu'ils portent à la main. C'est intégré à leur casque ou à leur combinaison, très compact, presque invisible. Et dans quel contexte tout cela se déroule-t-il ? Vous êtes là, à ce moment-là, un simple météorologue isolé dans le désert. Ou bien vos supérieurs savent que vous côtoyez une présence extraterrestre. Est-ce que c'est reconnu, même tacitement, au sein de la base ? Au Patagone, seule une poignée d'officiers sont au courant et ont eu des contacts directs. Sur le terrain, quelques techniciens d'entretien des champs de tir savent qu'ils sont là. Mais la majorité des hommes n'ont entendu parler que de la légende de Ranch for Harry. La rumeur dit qu'il existe un cheval blanc géant et radioactif flottant la nuit au-dessus des dunes, phosphorescent sous la lune. On raconte que c'est un cheval qui s'est approché trop près d'une explosion atomique à Yucca Flats et qu'il erre depuis fantomatique dans la vallée. Les anciens disent « Tu peux le regarder de loin, mais n'essaie jamais de t'en approcher ». C'est ainsi qu'est née la légende de Ranch for Harry. Mais en réalité, alors je vais l'appeler RFH, ce sera plus simple. RFH est bien réel, c'est le nom d'un grand blanc. Lui et les siens, lorsqu'ils portent leur combinaison protectrice, se regroupent et forment des configurations à grande vitesse, qui, vu de loin, ressemblent à un cheval blanc luminescent. S'il y a un groupe typique, il se compose souvent de 2 femmes, de 3 enfants et de 2 hommes. Les 2 femmes se placent à l'avant, se penchent en avant à la taille et tendent les bras, formant ainsi la partie avant du cheval. Les 3 enfants suivent derrière elles. Leurs combinaisons leur permettent de flotter à environ 25 cm du sol. Ils peuvent s'élever bien plus haut s'ils le souhaitent, mais ils doivent maintenir leur équilibre. Leurs combinaisons sont légèrement différentes de celles des adultes, ce qui leur permet de flotter un peu plus haut, à la hauteur de la taille des femmes. Enfin, à l'arrière viennent les 2 hommes, avec des tenues plus grandes et des systèmes de propulsion plus puissants. Ils se penchent au-dessus des enfants. Quand tout le groupe active ces combinaisons, les champs de force qui les entourent se combinent en un seul champ lumineux. Et là, d'expérience directe, je peux te dire que, vu de loin,
disons à 400 mètres, tu jurerais voir un énorme cheval blanc flottant au-dessus du désert. C'est pour ça que j'appelle ça la formation du cheval à grande vitesse. Quand ils se déplacent rapidement, ils se mettent dans cette formation et atteignent 160 à l'heure, en flottant juste au-dessus du sol. Je les ai souvent vus faire ça près des pistes de la base aérienne d'Indian Springs, les nuits d'été. Ils jouent à imiter des avions au décollage. Ils prennent de la vitesse, montent, passent la clôture autour de la piste, puis reviennent pour refaire le même circuit. Comme des avions qui s'entraînent à l'atterrissage et au redécollage. Pourquoi, selon toi, leur permettons d'opérer librement sur un territoire militaire américain? Leur base, pour nous, fonctionne un peu comme une ambassade étrangère. Ils sont là depuis l'époque glaciaire. Tu penses que les essais nucléaires ont pu créer une sorte de tunnel ou de passage comme un Weller Tunnel qui leur permet de voyager? Pourquoi cet endroit précisément? Je suis convaincu que les gris sont arrivés les premiers. Ils étaient déjà ici avant la dernière ère glaciaire. Les grands blancs, eux, sont venus ensuite, présents au moins dès le milieu de cette période. Quant aux nordiques, ils seraient arrivés vers la fin de l'ère glaciaire. Les grands blancs possèdent la technologie la plus avancée. Les gris en ont une très bonne aussi, mais un peu en dessous. Les nordiques, eux, sont juste capables de voyager dans l'espace et d'atteindre la Terre, rien de comparable. Quand on étudie leurs bases respectives, il faut tenir compte de la géographie telle qu'elle était durant l'ère glaciaire. Dans l'un des déserts où j'étais affecté, il existe une vallée en forme de L, entourée de montagnes arides de part et d'autre. Au nord, une vallée secondaire s'étend, et au sud, un lac asséché. Cette zone, pendant l'âge glaciaire, servait littéralement de ferme aux gris. Ils ont creusé 13 tunnels dans la montagne à l'ouest, utilisés comme greniers. Le premier tunnel au nord est plus grand que les autres, suffisamment vaste pour qu'un vaisseau spatial de grande taille puisse y venir charger des récoltes. Le 13e tunnel, lui, domine toute la vallée comme un poste de surveillance. À l'entrée et à la sortie de la vallée, les montagnes forment un étranglement naturel. Un adolescent gris posté là, armé convenablement, surveillait les deux accès et empêchait les animaux de l'âge glaciaire de pénétrer dans la vallée pour dévorer les cultures. Car les grands blancs et les gris ne mangent pas de viande, uniquement des végétaux. Sur les flancs de la vallée ouest, on distingue encore les anciennes lignes d'eau, les traces laissées par la montée et la descente du niveau du lac à différentes époques. Le centre du Nevada n'a jamais été couvert de glaciers, mais durant l'âge glaciaire, le climat y était bien plus humide. Il y pleuvait presque autant qu'au Kentucky aujourd'hui. Ces lacs asséchés ne sont donc pas d'origine glaciaire, mais pluviales. Leur fond plat et les terrains adjacents en font des lieux idéaux pour cultiver. Donc, si je comprends bien, ce que tu décris, c'est littéralement une exploitation agricole tenue par les gris pendant l'âge glaciaire. Exactement. Une ferme, des greniers, des zones d'atterrissage, tout un complexe. Et quand on comprend ça, on saisit mieux pourquoi cette région reste, aujourd'hui encore, un point clé de leur présence sur Terre. Il semble qu'il existe de multiples raisons pour lesquelles une présence extraterrestre aurait choisi de s'installer précisément dans cette région. Une question ne cesse de me revenir à l'esprit en préparant cette conversation. Et si les bizarreries de la zone 51 ne sont pas apparues parce que c'est une base militaire, et si au contraire la base a été construite à cet endroit parce que la région était déjà étrange? Comme le souligne Charles, le schéma d'ensemble est difficile à ignorer. Beaucoup des zones militaires les plus restreintes et des sites d'essais américains se trouvent dans des environnements similaires. Des déserts reculés, des vallées montagneuses, des hauts plateaux, parfois même à proximité de sépultures amérindiennes. Bien sûr, il y a des raisons pratiques à cela. Tester des armes ou des avions espions requiert de l'espace et de la discrétion. Mais il y a un détail qui m'intrigue. Ces endroits ont souvent la réputation d'être étranges bien avant l'arrivée des militaires. On y signale déjà des observations d'ovnis, des créatures mystérieuses, des anomalies électromagnétiques. Et selon certaines traditions locales, ces lieux sont même considérés comme des portails vers d'autres dimensions. Peut-être que ce n'est pas une simple coïncidence. Peut-être que les militaires n'ont pas simplement choisi des terres vides, mais réquisitionné des territoires déjà singuliers, chargés d'une activité inhabituelle. Pour le dire franchement, les bases militaires semblent souvent se superposer à des zones de forte activité paranormale. Oui, c'est un motif récurrent. Les lieux où j'ai vu les grands blancs ou d'autres entités ne sont pas anodins. Ce ne sont pas de simples étendues désertiques, il y a toujours quelque chose d'étrange, une énergie particulière dans le sol ou dans l'air. Prenons l'exemple le plus connu, le Skinwalker Ranch au nord-est de l'Utah. J'y suis allé moi-même, et tu as sans doute entendu les histoires. C'est probablement le site paranormal le plus étudié scientifiquement au monde, du moins du côté civil. On y recense de multiples observations d'ovnis, des sphères lumineuses, des mutilations de bétail, et même des témoignages de portails orangés s'ouvrant dans le ciel. Mais le plus étonnant, c'est que ce lieu a aussi ses connexions militaires.
Au 19e siècle, il y avait déjà un avant-poste de l'armée américaine dans la région. Et aujourd'hui, le ranch se trouve non loin du Dogway Proving Ground, un autre site de test militaire. Dans les années 2000, le milliardaire et contractant du gouvernement, Robert Bigelow, reçoit des fonds du Pentagone, via le programme OSAP, pour étudier scientifiquement le ranch. Pourquoi ? Eh bien, selon le folklore Ute, un peuple amérindien originaire de l'ouest des États-Unis, la Terre est déjà considérée comme maudite, hantée par des métamorphes, des créatures capables de changer d'apparence, les fameux skinwalkers. Et cela bien avant que le Pentagone ne s'y intéresse. Et si l'on prend un peu de recul, la géographie devient encore plus troublante. On peut tracer un triangle approximatif entre la zone 51, le Skinwalker Ranch et Roswell. Et chacun de ces lieux connaîtra à un moment donné une présence militaire, des essais secrets et des phénomènes qu'on qualifierait de non humains. D'ailleurs, ce schéma se répète ailleurs. Dans tout le pays, on retrouve des zones de convergence entre activités militaires et phénomènes paranormaux. Prenons Sedona, en Arizona. Les légendes locales parlent de tunnels, de portails lumineux cachés dans les falaises, par lesquels des êtres des étoiles viendraient à passer. Le Bradshaw Ranch, là-bas, est devenu célèbre pour ses observations d'OVNI étudiées récemment par le journaliste Ross Coulthard. Et comme par hasard, ou peut-être pas, le gouvernement américain finit par prendre le contrôle du site. Une décision qui, disons-le, soulève bien des sourcils. Pourquoi saisir une simple propriété rurale en Arizona, à moins qu'il n'y ait quelque chose qu'ils estiment devoir sécuriser ? Encore aujourd'hui, les habitants signalent la présence d'hélicoptères noirs tournoyant au-dessus du secteur, ainsi que des interférences sur leurs drones. Tout cela s'inscrit dans un même schéma. Des terrains clôturés, non seulement pour des raisons pratiques, mais aussi à cause de ce que ces terres seraient censées contenir. Des zones saturées d'anomalies électromagnétiques et peut-être des tunnels souterrains semblables à ceux qu'occuperaient des Grands Blancs. Et cela nous ramène au Nevada. On oublie souvent que la zone 51 n'est pas qu'une simple base. C'est une vaste zone d'essai intégrée au complexe de Nellis qui engloutit des milliers de kilomètres carrés de désert. Charles va y venir dans un instant, mais l'histoire de la manière dont cette région entière a été réquisitionnée par le gouvernement est étrange. Tout commence, paraît-il, quand un troupeau de moutons du désert serait devenu une question de sécurité nationale. Et cela soulève une question essentielle. Jusqu'où ce schéma s'étend-il à l'étranger ? Regardons où les États-Unis ont implanté certaines de leurs bases à l'extérieur. Diego Garcia, dans l'océan Indien. Pine Gap, au cœur du bush australien. D'immenses complexes en Irak et en Afghanistan. Plusieurs de ces sites ont déjà une réputation particulière parmi les populations locales. Certains servaient peut-être aussi à d'autres visiteurs venus d'ailleurs. Alors, crois-tu vraiment que ce soit une coïncidence si la zone 51, l'un des lieux les plus secrets et les plus avancés de la recherche militaire américaine, se trouve justement dans cette région? J'adhère à ce que les Marines appellent la théorie du corps des Marines. Si quelque chose se produit une fois, c'est le hasard. Si cela se produit 2 fois, c'est une coïncidence. Mais si cela se produit une 3e fois, alors c'est qu'il y a eu planification. Souviens-toi de ce qu'on trouve aussi là-bas, le Desert Game Range National Park. Cette réserve a été créée sous Franklin Roosevelt vers 1935 ou 1937. Et pour une raison encore obscure, Roosevelt s'est levé un matin, discute avec un unique colonel de l'armée de l'air et décide que les mouflons du désert vivant dans les montagnes, comme Sheep Peak, qui leur doit son nom, sont une espèce menacée. On pourrait se dire, attendez, nous sommes en 1937, la notion d'espèce menacée n'existe même pas encore. Elle n'apparaît qu'autour de 1970. Mais non, en 1937, par simple décret présidentiel, Roosevelt déclare que ces moutons doivent être protégés, et détail curieux, ils sont blancs. Les gardes du parc racontent que, si vous marchez dans la zone et que vous apercevez, au loin, ce qui semble être une silhouette humaine émergeant des hautes broussailles, parfois aussi grande qu'un homme, il vaut mieux ne pas la fixer. Surtout si cette forme ressemble à une femme accompagnée d'enfants. Car selon eux, les mouflons n'aiment pas ça, et pourraient vous charger. Alors détournez simplement le regard et éloignez-vous. Et pour protéger ces moutons, dès 1937, bien avant la Seconde Guerre mondiale, Roosevelt et l'armée de l'air y stationnent un bataillon entier de canons anti-aériens chargés à balles réelles. Waouh! Donc tout ça c'est pour protéger les moutons. D'accord. Pour qu'ils ne soient pas exposés à une éventuelle attaque aérienne japonaise. Et c'est bien dans cette zone précise. Avant même qu'il n'existe une zone 51, avant le champ de tir de Nellis, avant Camp Mercury, ou quoi que ce soit d'autre, il y a donc le Desert Southwest Game Range. C'est donc le tout premier maillon de la chaîne.
Tu veux dire que les moutons sont protégés par des équipes de tir anti-aériens armées à balles réelles, prêtes à ouvrir le feu sur tout avion qui passerait au-dessus dès 1937. Et Roosevelt aurait simplement dit « Je veux que les moutons soient en sécurité ». C'est pour cela qu'on appelle la montagne Sheep Peak, n'est-ce pas? Mais alors, quand on la regarde, Sheep Peak n'a rien d'un sommet infranchissable. Pourquoi donc le premier enregistrement officiel d'une ascension dans ce lieu remonte-t-il seulement à 1970? On a pourtant gravi l'Everest bien avant ça, non? Tout ça me paraît, disons, un peu disproportionné. Protéger les moutons à l'aide de la technologie anti-aérienne la plus avancée de l'époque, c'est absurde. Et puis, si on tire quelques obus réels, on risque surtout de les effrayer. Alors selon ta fameuse règle des 3, une fois c'est le hasard, 2 fois une coïncidence, 3 fois c'est un plan, quelle serait la deuxième fois? Y a-t-il, avant la création de la zone 51 dans les années 50, un autre événement militaire suspect dans la région, susceptible d'être lié à la présence extraterrestre? Souviens-toi de la technologie dont disposent les grands blancs et les gris. Elle est tout simplement incroyable. Et je n'exagère vraiment pas, je parle d'expérience directe. S'ils sont arrivés ici pendant l'âge glaciaire, et qu'ils sont herbivores, ils ont forcément eu besoin d'aide pour cultiver ou récolter des céréales. Mais dans le Nevada, il n'y a personne à cette époque. Alors, où auraient-ils trouvé cette aide? Leur technologie est telle qu'ils n'ont besoin de personne. Et encore une fois, j'insiste, je parle d'expérience directe. S'ils utilisent un vaisseau d'éclaireur, qu'il s'agisse du modèle des grands blancs ou celui des gris, j'ai vu les deux personnellement, ils peuvent littéralement décoller d'une arrière-cour, filer jusqu'à la Lune, en faire le tour pour vérifier ce qui se passe sur sa face cachée, et revenir atterrir au même endroit, le tout en un clin d'œil. C'est à ce point-là que leur technologie est avancée. L'une des choses que je les vois faire, personnellement à distance, parce que si tu t'approches trop, les champs d'énergie te brûlent comme un micro-ondes. C'est ça, ils montent à bord de leur petit vaisseau de reconnaissance et s'installent dans les sièges. Pas de ceinture, rien du tout, juste des chaises. Ils allument la puissance, mais pas les bobines extérieures tout de suite. Seulement celle du bas et de contrôle, puis ils s'élèvent jusqu'à flotter au-dessus du désert, à la hauteur d'un buisson de sauge ou de la caméra, disons. Ensuite, ils prennent une trentaine de secondes pour activer complètement les bobines extérieures. Ça prend un petit moment. Avant que ce soit fait, le vaisseau ressemble à ce qu'on attendrait à voir. Comme si tu regardes un hélicoptère, tu distingues bien le métal. Mais une fois qu'ils sont tout activés, il devient tout flou, tout blanc, comme un tic-tac. Il est entouré de champs de force et tu ne vois plus le métal, seulement la lumière brouillée par le champ. Quand tout est prêt, ils effectuent des manœuvres à grande vitesse. Par exemple, s'ils vont tout droit dans la ligne de visée, ils peuvent parcourir environ 12 000 km à une vitesse moyenne de 13 000 à 20 000 km/h, s'arrêter, réduire la puissance et se poser. Pendant cette manœuvre, ils subissent plus de 15 000 G à l'accélération, et autant au freinage. Et pour te donner une idée, à 10 000 G, l'acier se liquéfie. La vitesse de la lumière, c'est quoi déjà? 140 000 km/h 300 000 par seconde. Par seconde, oui, d'accord. Donc, même à 20 000 km/h, on est encore très loin de là. Exactement. Et encore, là, ils ne sont même pas en première vitesse. Même pas en vitesse basse. Pas en première. Non, pas du tout. Et si, au lieu d'aller tout droit, ils décident de partir sur le côté, ils semblent littéralement disparaître. Tu regardes et pouf, ils sont plus là. En réalité, ils ont juste accéléré et bougé si vite que ton œil ne peut pas suivre. Je te parle d'expérience directe. Quand tu regardes vers la vallée d'Indian Springs, par exemple, et qu'ils décident de passer à Dogbone Valley, puis de redescendre par un col du nord pour voir ce que tu fais. Tu as l'impression qu'ils se sont volatilisés ici pour réapparaître là-bas une seconde ou deux plus tard, comme par magie. Mais ce n'est pas une autre dimension, c'est simplement une manœuvre effectuée par un pilote extrêmement habile. Beaucoup de gens qui croient encore en Einstein disent qu'ils passent dans une autre dimension. C'est faux. En réalité, ils ne font que traverser l'espace à une vitesse extrême. S'il y a un obstacle, ils le percutent. Il n'existe pas de trou de verre, ni de distorsion de l'espace-temps. Ce que tu déformes, ce n'est pas le temps ni l'espace, c'est le champ de force de la matière elle-même. Tu vois, un peu comme tu peux avoir des champs électriques ou magnétiques de formes différentes, mais le temps, lui, ne ralentit jamais, ne s'inverse jamais. Le temps, c'est le temps. Il va toujours de l'avant. Alors les énigmates, ce qui est intéressant ici est qu'il est à contre-courant de ce qui se suppose actuellement. Voyage dimensionnel ou voyage temporel. Et pourtant, l'interview qu'il a donnée est de septembre 2025, donc c'est vraiment très récent. Tu as déjà volé à bord de l'un de ces engins? Oui, quelquefois.
Et comment c'était ? J'étais dans la soute à ce moment-là. Comme je le raconte dans mes livres, un jour je pense m'être fracturé la rotule, puis elle guérit. Le lendemain matin, ils viennent me chercher pour m'emmener à la base, à la zone 54 ou 53, je ne sais plus, pour voir si je devais subir une opération. Les Grands Blancs ? Oui, seulement eux. Quand je suis arrivé là-bas, les généraux américains sont présents, ainsi que des médecins militaires. Finalement, je n'avais qu'une contusion, rien de cassé. Mais les Grands Blancs voulaient prouver aux Américains qu'ils disaient vrai. Alors ils sont descendus me chercher eux-mêmes. Ils m'ont mis dans la soute de leur vaisseau, et je me souviens parfaitement du trajet aller et retour. Tu es sorti du périmètre ? Non, ils se sont juste élevés, doucement, au-dessus de la vallée, peut-être à une trentaine de mètres du sol. Puis ont survolé la zone 4, avant de remonter vers la vallée jusqu'à l'entrée arrière du hangar où se trouve leur vaisseau de reconnaissance. La porte était ouverte, on est entré, et là, il y avait tout un monde. Des généraux américains, des médecins militaires, 6 sergents-chefs qui servaient de garde, le teacher, le professeur, et Range for Harry. Et c'est comme être assis ici dans ce studio, sur une chaise, simplement soulevée avec toute la salle. Ils n'ont pas eu besoin d'allumer toutes les bobines. Le vol était doux, stable et silencieux. Juste cette impression que la pièce entière se soulève, se déplace, puis se repose. Et c'est ça le plus étonnant, c'est que tout ça est remarquablement banal. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils pensent m'avoir hypnotisé électroniquement. Mais leur système ne fonctionne pas si tu es malade, en colère ou épuisé. Et comme à ce moment-là, même si ma rotule n'était pas cassée, j'avais encore mal, c'était sensible, tu vois, mon flux sanguin cérébral n'était pas normal. Donc, quand ils ont utilisé leur méthode d'hypnose électronique, qui aurait dû marcher sur moi en temps normal, eh bien, ça n'a pas pris. C'est un peu comme une anesthésie qui rate pendant une opération. Tu es toujours conscient. Donc, tu t'en souviens. Oui, j'ai tout gardé en mémoire. RFH savait que ça risquait d'arriver, mais il ne pouvait rien y faire. Et pourquoi ? Selon toi, pourquoi t'ont-ils choisi pour tout ça ? Pourquoi t'avoir, disons, confié cette expérience, ce savoir ? J'ai posé la question un jour à un homme qui se présentait comme l'un des 3 plus grands psychiatres de la CIA. Il m'explique pourquoi ils m'ont sélectionné. Je lui ai dit que je ne comprenais pas, il y avait plein d'hommes meilleurs que moi pour aller dans le désert, réparer des camions, survivre dehors, des observateurs météo bien plus expérimentés aussi. Il me répond ceci. Il a 9 doctorats accrochés au mur. Chacun dans un domaine différent de la psychiatrie. Un type brillant, mais aussi étonnamment jeune, la trentaine. Il me dit « Quand j'ai étudié la psychiatrie, on m'a appris qu'il existait 105 mécanismes de défense psychologique possibles chez l'être humain. Le plus connu, c'est siffler dans le noir. » Il ajoute que la plupart des gens n'en utilisent qu'un ou 2, pas plus. L'un de leurs projets, à la CIA, consistait justement à apprendre aux colonels et aux généraux à développer davantage de défense psychologique. Ils essayaient de les amener à en utiliser 3, et rêvaient qu'ils en maîtrisent 4 ou 5. Mais sur 105, c'est déjà un exploit. Il me dit qu'il a un jour tenté d'entraîner certains généraux, pensant pouvoir leur en faire assimiler 7. Finalement, ils sont restés bloqués à 3. Et puis, il me dit, je me souviens très bien de ces mots, « La première fois que je t'ai rencontré, en 15 minutes, j'ai observé chez toi 70 de ces 105 défenses. Et je suis convaincu que tu es capable d'utiliser les 35 restantes. » 70 sur 105 ? Oui, et c'est aussi ce qu'il voyait chez moi dans mes rapports et mes notes. Il me dit, les 41 hommes envoyés avant toi sont tous revenus en mauvais état, certains même brûlés. Le problème, selon moi, c'est qu'ils ont compris trop tôt à quoi ils avaient affaire, avant même d'avoir décidé comment ils allaient réagir. Résultat, lors de la toute première rencontre, leurs défenses mentales se sont effondrées. Et c'est là qu'il me dit, si jamais il y a une seule personne à envoyer là-bas, ce serait toi, parce qu'ils ne pourront jamais t'atteindre. Peu importe ce qu'ils feront, tu auras toujours une défense. Et donc, ils ont évalué tout ça avant de t'envoyer communiquer avec eux. Exactement. Ils ont des dossiers très précis sur mon profil psychologique. Et d'ailleurs, il y a eu un moment où j'ai cru que l'extraterrestre femelle que je voyais devant moi était une hallucination. J'étais seul dans le désert, et je me disais, bon sang, si je commence à halluciner, c'est qu'il y a un vrai problème. Quand j'étais jeune et célibataire, je me disais que si jamais je devais halluciner, j'espérais au moins voir une danseuse de Las Vegas. Mais pas ça. Et là, je me suis dit, mon Dieu, à quel point je dois être malade si même mes hallucinations ne sont pas sexy. Et elle riait, parce qu'elle pouvait lire mes pensées. Grâce à son équipement électronique, tu vois, elle savait exactement ce que je pensais. Il y a une période où je me disais, je dois manquer de vitamines. Quand ils entraient dans mes baraquements à Indian Springs, je me réveillais, je voyais leurs enfants jouer, et je me disais, bon sang, j'aurais dû boire plus de lait à dîner, je manque sûrement de calcium ou de vitamines.
Alors je prenais des compléments, mais ils continuaient à venir. Mais tu étais aussi en contact avec des généraux, non? Des officiers qui admettaient être au courant de ce phénomène et qui semblaient collaborer avec ces extraterrestres. Non, je n'ai jamais été débriefé. Jamais? Jamais. Et ce n'est pas un oubli, c'est dans mes ordres. Je ne dois jamais être briefé ni débriefé, et la raison est très simple. Laquelle? Parce que les grands blancs, comme la professeure par exemple, lisent les pensées d'une personne même si elle ne parle pas. Imagine un officier me débriefant qui demanderait « Quel genre de mère est cette professeure? Comment traite-t-elle sa fille? Elle s'est perdue dans les buissons et tu lui as sauvé la vie. Comment ont-ils pu laisser ça arriver ?» Je n'aurais même pas besoin de répondre, elle lirait directement mes pensées. Et là, la conséquence serait immédiate. Ces êtres exigeraient qu'on leur livre cet officier, dans le désert, et ils ne survivraient pas. Sérieusement? Oui, ils n'auraient aucune chance. Et je n'aurais rien à dire, ni à faire d'ailleurs. Elle saurait tout simplement ce qui s'est passé en me lisant. Voilà pourquoi personne n'a le droit de m'interroger. Je ne pouvais jamais être débriefé. Et d'ailleurs, rien de ce que je faisais n'est classifié, c'est hors du circuit officiel. Si quelqu'un voulait me parler, il ne pouvait même pas venir m'inspecter. Il devait physiquement sortir jusqu'au parking du mess d'Indian Springs, entre midi et midi et demi. Je venais le rencontrer si j'en avais envie. S'il voulait me voir, il devait d'abord passer par le commandant de la base de Nellis. Et au retour, avant de rentrer, il devait directement retourner le voir pour dire « Oui, on l'a vu, il a l'air en bonne santé ». Mais il ne pouvait jamais entrer dans mes quartiers, ni fouiller mes baraquements, ni poser de questions, rien. Vous avez mentionné le psychiatre de la CIA disant que vous avez développé toutes ces défenses psychologiques, et que c'est ce qui vous a permis d'entrer en relation avec les extraterrestres. Pas exactement. Ce que ça me permet, c'est de protéger mes pensées, de préserver la personne que je suis, avant d'admettre à moi-même qu'ils sont réels, et que je sais ce que j'allais faire. Avez-vous déjà entendu parler d'un certain Kid Green? Ce nom vous dit quelque chose? Non, ça ne me dit rien, mais j'ai probablement entendu ce nom quelque part. Tu vois, la première chose que j'ai faite, une fois que j'ai compris qu'ils sont réels, c'est de leur demander un accord. Que chaque fois qu'ils viendraient autour de moi, ils parlent en anglais. Parce que quand ils discutent entre eux, parfois ça sonne comme des hennissements de chevaux ou des cris d'oiseaux. Et ça me fait peur. Ils ont accepté. Le deuxième accord, c'est que si je les croise dehors, dans le désert, disons que je franchis une dune et qu'il y en a un assis sur un rocher, je ne veux pas le surprendre. Je m'arrête là où je suis, je reste debout et je chante une chanson pour leur signaler ma présence. Ensuite, s'ils veulent venir plus près, je reste immobile et les laisse s'approcher. Mais je ne bouge pas, je maintiens la distance. Et si jamais ils s'approchent trop, au point que je me sente menacé, je commence à reculer doucement. Ce qui est intéressant ici, mes énigmates, est que malgré qu'il y ait des liens avec ces entités, chaque rencontre est un risque de vie ou de mort. Alors eux s'arrêtent aussi, et quand on trouve la bonne distance, celle où chacun se sent en sécurité, alors seulement là, on communique. Votre femme, Marie-Thérèse, mentionne que, au départ, vous aviez été envoyé ailleurs, non? Oui, à l'origine, après ma formation de base à Lackland, je suis placé dans une unité qu'on appelle les PAT, pour Personnel Awaiting Training, des aviateurs en attente de leur habilitation de sécurité. Ceux qui obtiennent une habilitation top secret sont ensuite envoyés à San Angelo, au Texas, pour l'école de sécurité 101. Normalement, on attend là environ 3 semaines. Alors, l'habilitation de sécurité qu'on attend dépend du gouvernement, mais c'est censé être le niveau top secret. Mais voilà, les gars qui vont à San Angelo attendent leurs ordres. Sauf que dans mon cas, on me donne 2 jeux d'ordre. Les vrais pour San Angelo, et les ordres de couverture pour l'école de météorologie de Chanute Air Force Base dans l'Illinois. L'idée, c'est que le capitaine en charge, celui qui détient le coffre-fort contenant les documents classifiés, doit me remettre mes vrais ordres en personne. Nous sommes en 1965, à l'époque, tout se fait encore sur du papier. Sauf que ce vendredi-là, le capitaine est sur le parcours de golf. Il laisse le sergent de jour aux commandes. Le problème, c'est que le sergent n'a pas l'habilitation nécessaire pour connaître mes ordres. Alors, quand les ordres arrivent pour tout le monde, le sergent distribue ceux des autres, et moi, je n'ai rien. Je pense qu'il y a une erreur. Je vais le voir et je dis « Sergent, je n'ai pas d'ordre. Je ne vais pas à l'école de météo, moi aussi ?» Il va fouiller dans les dossiers temporaires et trouve mes ordres de couverture, ceux pour l'école météo. Il me les tend en disant « Tiens, les voilà soldats. » Alors, je monte dans le bus, sac sur le dos, direction l'école de météorologie. Mon sergent instructeur m'a pourtant prévenu. Dans l'armée, garde toujours 2 copies de tes ordres, parce que tu ne peux jamais faire confiance à tes officiers. Sage conseil, j'ai donc gardé 2 copies.
On m'embarque dans l'avion, même si je ne suis pas sur la liste officielle de déplacement. Mais j'ai des ordres, donc ça passe. Et me voilà à Xiaoliu Air Force Base, un endroit qu'on surnomme If you can shoot them, show you them, vieux jeu de mots militaire. Si quelqu'un connaît le sens caché, je suis preneur. J'arrive à la base, tout le monde touche sa solde. Sauf moi. Je suis à l'école météo, je suis le meilleur de la classe, et au bout de 6 semaines, toujours pas un centime. Je vais voir mon supérieur immédiat, mon capitaine, je ne suis toujours pas payé. Il m'envoie au bureau de la paix. Là-bas, il consulte leur registre. Et il panique. Je suis donc sur la base, et il me renvoie à l'école de météorologie. Je retourne donc à l'école, et là, 2 policiers militaires, avec un chien, entrent dans la salle, m'attrapent et m'escortent directement jusqu'au bureau du commandant de la base. Je suis un peu terrifié, forcément. Le commandant me dit « Herman Hall, si vous avez une copie de vos ordres prouvant que vous devez bien être sur cette base, alors vous allez passer une bonne journée. Mais celui qui vous les a donnés, lui, ne sera pas content. Par contre, si vous n'avez pas de copie, alors lui sera un homme heureux. Mais vous, vous ne le serez pas. Parce que les généraux me disent que vous êtes trop précieux pour être gaspillé dans cette école. Heureusement, j'ai 2 copies dans mon portefeuille. Je lui tends les papiers et je dis « Merci commandant, vous en voulez une autre? Je peux faire une copie. » J'étais un homme heureux. Ils me disent alors qu'ils vont décider quoi faire de moi. Entre-temps, j'apprends qu'ils me cherchent depuis 6 semaines à San Angelo, au Texas, et que le FBI me cherche aussi chez moi, à Londres. Personne ne sait où je suis passé. Je retourne dans ma chambrée, et le sergent vient me voir. « Paul, tu pars pour Dallas. » D'accord, waouh! Et quand vous avez terminé l'école météo, on vous a laissé choisir vos affectations? Oui. Comme d'habitude, on nous donne une liste de vœux, 3 endroits où on aimerait être envoyé. J'ai mis l'Allemagne, l'Angleterre et la base de marche à Los Angeles. Et ils m'ont répondu, non, tu vas à Nellis. Et combien de temps après votre arrivée à Nellis avez-vous rencontré ce fameux poste météo abandonné? Et votre premier Grand Blanc? Eh bien, la première fois que j'entends parler des Grands Blancs à Nellis, c'est dès ma première station de service, avec un autre aviateur, je le raconte dans mon livre. Ce gars-là revient tout juste de permission. Il a été en congé plusieurs semaines parce qu'il affirme que le poste météo de Nellis est hanté. À l'époque, ce bâtiment est considéré comme très moderne, tout comme le poste météo, et il a un atout rare, des toilettes propres. La prochaine toilette propre se trouve 2 km plus loin, dans des baraquements encore en construction, et la suivante à presque 4 km. Autant dire que pour les hommes de garde la nuit, c'est un enfer logistique. Il me raconte qu'une nuit, alors qu'il travaille sur le car, il voit ce qu'il pense être des fantômes. En réalité, il décrit sans le savoir 5 extraterrestres grands blancs, 2 hommes et 3 femmes venus du tarmac. Ils ont réussi à déverrouiller les portes vitrées séparant l'extérieur de l'intérieur du bâtiment, grâce à un champ de force faisant littéralement sauter les verrous en provoquant une répulsion entre les matériaux. Quand il entre, il voit un grand blanc debout, dehors, faisant le guet. Un autre tenant la porte ouverte, et 3 femmes dont une utilise les toilettes, pendant que les 2 autres tiennent la porte. Et ils font ça à tour de rôle. Mais lui, il n'a pas compris ce qu'il voyait. Il croit à des fantômes, il panique, il s'enferme et il appelle la police militaire de la base. La réponse du commandant de Nellis a été claire. Nos patrouilles ne dépassent pas la jonction de route à 2 km de là, il est seul. Je peux te dire de première main que ce qu'il décrit est vrai. Parce qu'il y a eu des nuits où j'étais de service, souvent les dimanches soirs quand tout est vide, et la même chose se produisait. Ces êtres viennent simplement parce qu'ils ont besoin de toilettes propres. Le hangar à 2 bornes de là, celui que les mécaniciens appellent hanté, est en réalité visité par les grands blancs mâles, et c'est un vrai dépotoir jamais nettoyé. Alors imagine, tu es dehors, avec 2 hommes et 3 femmes grands blancs, et tu te demandes où aller. Tu penses, eh bien, il y a ce petit bâtiment là-bas au poste météo. C'est propre, il n'y a personne le dimanche soir, la météorologue est censée dormir, c'est parfait. Voilà pourquoi ils viennent. Moi, je ne dors pas la nuit. Je suis trop occupé à lire ou à observer. Et le collègue qui me forme sur place, mon instructeur, me raconte qu'une nuit, pendant qu'il travaille, l'un de ces êtres passe la tête derrière le mur et lui dit « N'aie pas peur, les femmes veulent juste utiliser les toilettes. » Il a hurlé, appelé la police de la base, qui n'est jamais venue. Résultat, crise de nerfs. Et mois plus tard, j'ai connu exactement la même scène. Je leur ai dit « N'oubliez pas le distributeur de barres chocolatées au cas où vous auriez faim. » Et tu vois, c'est là que mes défenses psychologiques ont joué leur rôle. Elles m'ont permis de ne pas paniquer, de garder mon calme, d'accepter la situation sans m'effondrer. C'est ça la différence. Mais cette nuit-là, même si j'ai entendu leur histoire, je ne les ai pas encore vus de mes propres yeux. Ok? Quelques nuits plus tard, après que le soldat en question reçoit sa libération honorable, oui, parce qu'il s'est fait enfermer.
Le Pentagone exige qu'il fasse au moins un dernier service de nuit avec moi, seul dans le poste météo, un dimanche. Eh bien, après ce dernier service, il obtient effectivement une section 8, une sortie pour raison psychologique. Lors de mon service suivant, je suis affecté à un nouvel instructeur. Ce soir-là, il fait un double service et moi je termine mon quart du soir. Quand je quitte à minuit, je me dépêche de rentrer vers la cantine principale de la base avant qu'elle ferme. Je marche donc sur le chemin du retour, environ 2 km jusqu'à ma caserne, l'une des nouvelles en construction, et en me retournant, je remarque quelque chose derrière moi. Une jeune fille grand blanc me suit, celle qu'ils appellent la fille de 12 ans. Et plus loin, derrière, près du grand bâtiment blanc qu'on surnomme le White Elephant, je distingue la professeure, deux êtres appelés Bridge et Harry, et un autre garde grand blanc, tous en train de m'observer à distance, l'air amusé. Elle se contente de marcher derrière moi, délibérément, comme pour me montrer qu'elle est là. À ce moment-là, malgré ce que j'ai entendu quelques jours plus tôt, je refuse d'y croire. Je me dis, non, je rêve, je suis en train de somnambuler. Et je tente de me raisonner. Si on dort, on ne peut pas marcher, et voir des choses, si ? Je continue d'avancer, de plus en plus vite, persuadé que je fais une sorte de malaise. Mais quand je me retourne de nouveau, elle toujours là, à la même distance, me suivant calmement. Et là, quelque chose de troublant me revient en mémoire. J'ai lu la veille un livre sur le Titanic. Dans ce livre, une survivante raconte que parmi les naufragés, des anges sont apparus dans une embarcation lumineuse, déposant des couronnes sur les vagues pour sauver les gens. L'un de ces anges flottait au-dessus de l'autre, bras tendus vers les noyés. Quand je regarde la jeune grande blanche, elle sourit. Puis elle augmente la puissance de sa combinaison. Son corps s'élève doucement jusqu'à ce que le haut de ses pieds soit à la hauteur d'un dossier d'une chaise. Elle glisse au-dessus du sol, traverse l'herbe à côté du trottoir et aperçoit quelque chose par terre. Peut-être un morceau de papier ou une pièce. Sans redescendre, elle se penche, les épaules vers l'avant, ramasse l'objet, exactement dans la même posture que celle décrite par la survivante du Titanic. Et là, une pensée me frappe. Si ces êtres vivent 600 à 800 ans, alors elle pourrait très bien être la même fille que celle du Titanic. Je reste figé, complètement sidéré, mais je ne fais toujours pas le lien entre eux et des extraterrestres. Mes défenses psychologiques m'empêchent d'y croire. Je conclus que je rêve debout ou que je deviens fou. Je continue mon chemin, on retourne à la caserne et la vie reprend son cours. D'accord. Alors, entrons dans cette fameuse théorie des photons. En juste pour situer, dans les années 30, Einstein, Rosen et Podolsky proposent le concept d'intrication quantique, ce qu'Einstein appelle une action fantomatique à distance. L'intrication quantique désigne un phénomène où deux particules partagent le même état quantique, même lorsqu'elles sont séparées par une grande distance. En d'autres termes, si vous modifiez l'une, l'autre réagit instantanément, sans qu'aucune information ne semble voyager entre elles. C'est un des aspects les plus mystérieux et fondamentaux de la physique quantique, car il remet en cause notre intuition classique de l'espace, du temps et de la causalité. Et ça pose un problème à Einstein, parce qu'il considère que rien ne dépasse la vitesse de la lumière. Mais l'intrication montre le contraire. Deux photons peuvent interagir instantanément, même séparés par des millions de kilomètres. Alors, qu'est-ce que la théorie des photons selon Hall ? Et en quoi permet-elle de comprendre le voyage plus rapide que la lumière ? D'abord, je te remercie pour ton invitation, Jessie, c'est une excellente discussion. Mais pour revenir au sujet, Einstein part de la célèbre expérimentation de Michelson et Morley en 1897, qu'on considère souvent comme un échec. À l'époque, tout le monde pense qu'un photon de lumière ne possède que deux champs de force, un champ électrique et un champ magnétique qui oscillent ensemble perpendiculairement. L'expérience vise à vérifier la présence de l'éther, un milieu censé transporter la lumière. Mais comme les résultats ne confirment pas son existence, les physiciens n'admettent pas qu'il manque des éléments inconnus dans la structure du photon. Ils préfèrent dire « on sait tout, il n'y a rien d'autre à découvrir ». Pourtant, dès qu'on répète cette expérience avec un seul photon à la fois, on obtient le même résultat d'interférence. Ce qui prouve que le photon se divise. Aujourd'hui, on parle d'intrication quantique. Mais à l'époque, Einstein appelle ça un effet fantomatique à distance. Et si on refait l'expérience uniquement avec de la lumière rouge, les franges d'interférence restent rouges, donc il n'y a pas de mélange de fréquences. Alors une frange d'interférence est une zone claire ou sombre formée lorsque deux ombres lumineuses se superposent. Là où leurs crêtes coïncident, elles s'amplifient, c'est la frange claire. Là où une crête rencontre un creux, elle s'annule, c'est la frange sombre. Ce motif de bandes alternées révèle le caractère ondulatoire de la lumière.
Ça contredit totalement l'idée d'une interférence classique. Si les photons s'additionnent vraiment, le résultat serait bleu, car la lumière bleue a 2 fois plus d'énergie que la rouge. Donc, il faut un champ de force supplémentaire, un champ qui oriente les photons sans modifier leur couleur. Et c'est là que ma théorie intervient. Donc, dans ce modèle classique, on a un champ électrique, un champ magnétique et une onde. Quels sont, selon vous, les autres champs dans votre modèle? Une bonne dizaine, peut-être plus. Et surtout, ils n'ont pas tous la même intensité. Par exemple, le champ magnétique, à puissance égale, est des millions de fois plus fort que la gravité. Mais justement parce que la gravité est plus faible, elle porte plus loin. C'est pour ça que la gravité d'une galaxie influence encore Andromède, à 2,7 millions d'années-lumière, alors que les champs électromagnétiques ne le peuvent pas. Einstein refusait ces idées, probablement pour protéger sa théorie, et affirmait que rien ne pouvait dépasser la lumière. Mais si la gravité agit au-delà, c'est bien qu'elle voyage plus vite. Regarde la symétrie d'Andromède. Elle fait des centaines de milliers d'années-lumière de large, et pourtant sa structure est stable. Si la gravité n'est pas instantanée, les étoiles s'entrechoqueraient depuis longtemps. Donc, dans votre modèle, la gravité est beaucoup plus faible que l'électromagnétisme, mais plus rapide. Exactement. Pense à un camion de lait. S'il doit s'arrêter à chaque maison pour livrer, il mettra du temps. Mais s'il ne doit livrer qu'une maison tous les 10 km, il peut passer à la vitesse supérieure. C'est pareil avec les champs de force. Moins d'interactions locales égale plus de portée. Donc, si je te suis bien, tu expliques que pour qu'un champ puisse s'atténuer, il faut qu'il y ait une interaction avec une autre forme de matière ou d'énergie. C'est ce que tu appelles une interaction cross-section. Exactement. Si une particule ou un champ ne cherche pas à interagir avec un champ électrique, mais plutôt avec un autre champ gravitationnel, alors cette interaction est différente. Elle est attractive et surtout elle ne rencontre pas d'obstacle, ou presque pas. C'est ce qui lui permet d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. C'est le cas du neutrino. Le neutrino, donc cette particule fantomatique dont on dit qu'elle traverse la matière sans presque rien toucher. Oui, on nous apprend que si tout l'espace entre le centre du Soleil et la Terre était fait d'un bloc de gravité solide, un neutrino pourrait quand même le traverser sans interagir avec quoi que ce soit. C'est pour ça que je dis qu'il peut voyager des millions de fois plus vite que la lumière. Mais les neutrinos qu'on mesure au CERN, eux, semblent beaucoup plus lents. Parce que dans ce cas-là, ils interagissent avec l'électricité et le magnétisme. Pour interagir, ils doivent ralentir à leur vitesse. Le temps, lui, ne change pas. Tout est toujours dans le même cadre temporel. Et c'est ce qui rend les neutrinos si difficiles à détecter? Exactement, c'est aussi pour ça qu'il existe des rumeurs selon lesquelles on aurait installé des détecteurs à neutrinos au pôle sud. Parce que selon ma théorie, la lumière n'est pas juste un duo champ électrique plus champ magnétique, c'est un paquet de champs de force de plusieurs types. Tu veux dire qu'il existerait différentes versions du photon? Oui, certains auraient plus ou moins de champs de force. Les photons qu'on connaît sont limités par la vitesse de la lumière, car leurs champs électromagnétiques interagissent entre eux, comme des cordes de piano qu'on ferait vibrer dans un milieu donné. Mais si tu prends d'autres particules, comme le neutrino, elles sont entourées de champs d'interaction faibles, ce qu'on appelle les weak force fields. Les champs de force faibles. Ces champs ne sont pas obligés de faire vibrer les cordes électromagnétiques, ils se contentent de leurs propres interactions. Donc leur vitesse dépend de la perméabilité du vide, propre à ces champs. Exactement. Et pour ces champs faibles, cette perméabilité est bien moindre que pour l'électricité et le magnétisme. Quand tu fais des calculs, comme je l'explique dans Beyond Relativity, tu obtiens une vitesse potentielle de 1000 milliards de fois supérieure à celle de la lumière. Et c'est ce principe que tu appliques à la conception des ovnis? Oui, sur la base de ce que j'ai vu moi-même dans le désert. Un vaisseau doit être parfaitement lisse, sans arête et sans creux. Une forme ellipsoïdale, comme un œuf ou un tic-tac. Donc, un disque volant classique ou une soucoupe, ce ne serait pas viable. Pas forcément, tout dépend des bords. Si le design présente une zone concave, comme la bordure autour d'un objectif d'appareil photo, alors là, impossible de dépasser environ 80% de la vitesse de la lumière. Dans cette zone, les champs de force deviennent turbulents, ils se heurtent et la chaleur grimpe à l'infini. Mais les formes convexes, elles restent stables? Oui, une structure convexe, sans creux, permet au champ de rester laminaire. Si tu prends une forme parfaitement ovoïde et que tu l'enveloppes d'un champ de force uniforme, alors tu peux accélérer au-delà de la vitesse de la lumière. Les champs restent alignés, pas de turbulence, pas de frottement. Et les témoignages récents, comme celui du pilote Ryan Graves, parlant de sphères dans des cubes ou de structures aux formes anguleuses, ça ne colle pas avec ta théorie. Non, pas vraiment, ces objets pourraient obéir à d'autres principes, peut-être liés à une gravité contrôlée ou à des interactions localisées.
Mais pour un vol interstellaire à des vitesses supraluminiques, seule une structure parfaitement fluide et ellipsoïdale peut fonctionner. Vers 2003, un grand groupe de sous-traitants de Boeing opérait près de l'une des installations de lancement de la base aérienne de Vandenberg. Ils observent un immense carré rouge d'environ 90 mètres de côté approcher la base depuis l'océan et stationner à basse altitude au-dessus d'un des sites de lancement. L'objet reste là environ 45 secondes avant de filer au-dessus des montagnes. Un événement similaire a eu lieu moins de 24 heures plus tard, en soirée cette fois. Le premier s'est produit le matin, vers 8h45. Le soir, après le coucher du soleil, d'autres témoins sur la base signalent des apparitions du même type, avec des comportements plus agressifs. Ces objets foncent vers certains gardes de sécurité à très grande vitesse, avant de disparaître soudainement. Les champs de force interagissent avec la lumière. Tu peux d'ailleurs le voir dans la fameuse vidéo du Tic-Tac filmée par les pilotes de la Navy. Quand tu regardes cette vidéo, la première question à te poser c'est « Est-ce que tu vois les champs de force en train d'interagir avec la lumière, lesquels disparaissent quand l'appareil s'éteint, ou bien est-ce que tu vois la structure physique, métallique ou céramique du vaisseau lui-même ?» Et puis, est-ce un engin conçu pour dépasser la vitesse de la lumière, ou un engin fabriqué pour des usages spécifiques ici sur Terre ? Parce que les petits vaisseaux d'éclaireurs comme ceux des gris ou des blancs ne font jamais les traversées interstellaires. Seuls les vaisseaux profonds, les Deep Spacecrafts, sont faits pour ça. Et quelle est la différence entre les deux ? Les vaisseaux d'éclaireurs, c'est un peu comme nos camping-cars. Ils servent à se déplacer localement. Les vaisseaux interstellaires, eux, c'est autre chose. Ils sont faits pour traverser l'espace. Par exemple, j'en ai vu un de mes propres yeux. Un engin un peu plus long et large que cette maison. Environ 1,5 fois sa hauteur, totalement lisse et sans aucune aspérité. Il avait une double coque, une zone de stockage entre les deux, puis les quartiers d'habitation, comme sur un navire. À l'avant, le poste de pilotage et la zone de contrôle en hauteur. À l'arrière, le système de propulsion. Ce type de vaisseau est conçu pour filer dans le vide vers des étoiles situées à une centaine d'années-lumière d'ici. J'en suis absolument certain. En revanche, une petite soucoupe, disons un modèle pour enfants, est plutôt faite pour un usage local. Par exemple, aller de Bishop en Californie à Roswell au Nouveau-Mexique en une demi-heure. Elle peut le faire en 10 minutes, mais c'est juste un véhicule de loisir. 2 adolescents aux commandes, 3 gamins de 8 ou 10 ans à bord pour les jouer quelque part sur Terre. Donc, quand on construit un appareil, il faut d'abord savoir à quoi il servira. Et quand tu vois une sphère dans un cube, tu peux te demander, est-ce vraiment un seul engin ou bien une capsule centrale tractant une structure extérieure ? Tout dépend du but et de l'espèce qu'il a conçue. Les Norvégiens, à 24 ans par exemple, en 1965 du moins, ne réparaient leur appareil qu'une fois arrivés ici. Leur volonté était de coopérer avec le gouvernement américain pour en construire sur Terre. Chaque vaisseau, qu'il soit d'exploration, de transport ou militaire, répond à un usage précis. Et ceux des Grands Blancs, ces engins ellipsoïdaux dont tu parles souvent, ils dépassent la vitesse de la lumière ? J'ai posé la question directement à RFH, un ami proche. Il m'a répondu sans détour, oui, théoriquement ils le peuvent. Mais selon lui, personne de sensé ne pousserait un engin à une telle vitesse. À 1% de la vitesse de la lumière, tu couvres déjà de telles distances que si quelque chose se passe mal, tes amis ne pourraient jamais te retrouver. Ils trouvaient d'ailleurs la conception de leur vaisseau moyenne. Pour réparer un appareil, il fallait se poser, sortir et démonter à la main. Les vrais vaisseaux profonds, eux, sont réparables de l'intérieur. Et pour ça, il faut un double blindage, avec des fibres optiques entre les deux coques, transportant des particules subatomiques générant les champs de force. Ces fibres ne doivent pas surchauffer, sinon il faut pouvoir les réparer depuis l'intérieur. Et si un problème survenait, les balises de secours utilisent ces mêmes champs de force capables de transmettre des signaux plus vite que la lumière. Tu comprends, pour contrôler les ondes radio ou infrarouges qui voyagent à la vitesse de la lumière, il faut des champs de force plus rapides que la lumière. Sinon tu ne peux pas les rattraper ni les diriger. Et le moteur et le système de propulsion. Tu dis souvent que c'est la seule technologie que les Grands Blancs n'ont pas totalement partagée avec les humains. Exact. D'après mes observations directes, le cœur du moteur repose sur des particules subatomiques, plus que les 6 qu'on connaît actuellement. J'en suis convaincu, il y a au moins 2 familles supplémentaires. Quand on conçoit un appareil, il faut savoir lesquelles utiliser. Il existe 5 particules quasi stables qu'on emploie presque toujours, car elles sont plus faciles à manipuler. Le moteur doit être capable de produire ces 5-là. Et autour, on a des fibres optiques céramiques, composées à 49,6% d'aluminium et de 50,2% de dioxyde de silicium, autrement dit, des roches. On les enduit de couches semi-conductrices, de germanium, de sélénium, etc., pour créer des circuits. Ces fibres sont ensuite enroulées en bobines, c'est l'activation de ces bobines qui contrôle et propulse le vaisseau.
Selon les besoins, certaines versions utilisent 2 particules supplémentaires moins stables. Celles-ci n'apparaissent jamais dans les vaisseaux familiaux car elles présentent un risque. On ne les retrouve que sur des appareils militaires. Et il existe encore 2 autres types, si instables qu'ils ne servent qu'à des armes. 5, 7, 9, ce chiffre 5 d'ailleurs revient souvent, ce n'est pas un hasard? Exactement. Souviens-toi de cette fameuse journée sous Eisenhower. Certains disent que c'est à Edwards, d'autres disent que c'est à Alamo-Gordo. Le président aurait été emmené secrètement voir 5 vaisseaux extraterrestres alignés sur une piste. Les témoins présents ont compris, ce n'était pas un hasard. Les extraterrestres lui montrent les 5 principes de conception, correspondant chacun à une particule subatomique différente. 5 moteurs, 5 types de champs, 5 usages. Et il y a aussi le chiffre 3, lié aux bobines en fibre optique. Elles fondent entre 1000 et 1200 degrés, exactement comme les roches terrestres, car leur composition chimique est la même. Et si les fibres optiques fondent, comme ce fut le cas pour les 2 appareils qui se sont écrasés à Roswell, alors comme je l'explique dans The Valley of the Grays, ce que tu vois, ce sont des roches fondues. Je sais que beaucoup de passionnés d'OVNI prétendent qu'il n'y avait qu'une seule soucoupe, qu'elle volait vite, qu'elle a rebondi, frappé le sol et fondu les rochers, puis redécollé. Mais franchement, quand as-tu déjà vu quoi que ce soit rebondir sur les roches d'un désert du Nevada ou du Nouveau-Mexique? Moi, jamais. Quand quelque chose percute ces roches, ça casse. Point. S'il y avait des roches fondues, c'est parce que les 2 soucoupes avaient des fibres optiques qui surchauffaient et fondaient. Et quand elles fondent, elles se comportent comme du verre en fusion ou de la lave. De gros blocs tombent, se solidifient au contact du sol et finissent par ressembler à de simples roches fondues. Alors, quand les rapports disent que les géologues et leurs fils ont trouvé ces roches fondues et les ont laissées là, pendant qu'ils ramassaient les débris métalliques censés reprendre leur forme, ce que j'appelle des papiers d'emballage de chewing-gum ou de cigarettes, eh bien je leur dis, vous êtes passés à côté du vrai trésor. Mais il y a bien des témoins comme Jesse Marcel qui ont parlé de ce métal ultra léger qui ne se pliait pas, non? Oui, il disait avoir trouvé une plaque d'environ 1 demi-mètre de large pour 60 à 80 cm de long. Ça ne pèse presque rien, pas plus épais qu'un papier d'aluminium de paquet de cigarettes. Mais impossible à plier, même avec une masse. Elle rebondit. Je n'ai jamais vu un métal pareil, et même aujourd'hui je ne saurais pas dire ce que c'était. Ce que je dis, c'est que ce métal à mémoire de forme, c'est simplement une couche de protection. Une sorte de revêtement ultra fin servant à protéger les bobines internes du vaisseau contre les intempéries. Parce que quand tu construis un engin, tu dois isoler ces bobines du monde extérieur. Mais tu ne peux pas utiliser de renfort métallique classique ni à l'extérieur ni à l'intérieur. Sinon tu crées de la turbulence électromagnétique dans les champs de force. Quand tu conçois un appareil, tu repars toujours de zéro et 3 fois par jour tu te répètes « Je ne veux pas de turbulence dans mes champs de force, je ne veux pas que mes bobines surchauffent ». Et si tu es un ingénieur gris construisant un petit vaisseau pour les enfants, tu vas inclure quelque chose que le musée de Roswell a oublié dans ses maquettes. Une trappe sous la soucoupe. Que le pilote peut ouvrir en urgence pour laisser s'échapper les fibres fondues. Une fois la température redescendue, il referme, redécolle, mais il ne peut plus utiliser toutes ses bobines, il est donc en difficulté. C'est exactement ce qui est arrivé au-dessus des plaines sablonneuses de San Augustine. C'est exactement ce qui est arrivé au-dessus des plaines sablonneuses de Saint-Augustine en 1947. Le pilote est seul, en grande détresse, mais s'il y a 2 autres vaisseaux à proximité, leurs champs de force se combinent, formant un champ commun plus stable. J'ai personnellement vu RFH réaliser ce genre de manœuvre en formation dite Horse Formation, la formation de cheval, 3 appareils unis par leur champ en un seul ensemble. Et pour ces milieux extrêmes, il faut donc des matériaux très particuliers, non? Des métamatériaux capables de supporter ces conditions. Exactement, mais avant de parler des matériaux, il faut comprendre les particules subatomiques impliquées. Les fibres optiques céramiques de ces vaisseaux ne servent pas juste à transmettre la lumière, elles canalisent des flux de particules, je les ai vus de mes propres yeux. Dans mon livre, je raconte comment, l'été, entre ma 5e et 6e année d'école, Ray Palmer, l'éditeur du magazine Flying Saucers, est revenu d'un voyage à Roswell avec une bande d'environ 1 mètre de ce matériau. Ce n'était pas une mince feuille métallique, c'était tissé comme du nylon, mais céramique. Et quand on passait une lampe torche à travers, la lumière se courbait sans être absorbée. C'était stupéfiant. Mais avant de produire ces fibres pour un engin spatial, il faut d'abord savoir quelles particules utiliser et comment les intégrer dans la fibre. C'est la base de tout. Tu parles souvent des grilles de Roswell et de leurs appareils. La rumeur veut que les débris aient été transportés jusqu'à Wright-Patterson à l'époque nommée Wright Airfield. Tu penses qu'ils ont fini dans la zone 51 ? Je ne sais pas où ils ont atterri et honnêtement je m'en fiche.
parce que j'ai vu le vrai vaisseau. Oui, dans le Nevada, plusieurs fois. Je décris l'une de ces rencontres dans mon livre The Valley of the Grays. C'est une nuit froide et brumeuse à la fin des années 60. J'ai failli y laisser ma peau. Un vaisseau d'éclaireur piloté par une jeune femme, accompagnée de ses amis, d'un vaisseau profond et d'un petit appareil d'adolescent, se pose dans un virage au bord de la route. Elle apprend à piloter, donc elle n'a pas l'autorisation de décoller. Quand j'approche, je vois que le vaisseau a ouvert une porte latérale, les bobines de contrôle encore actives. Je suis prudent, approcher un engin alimenté, c'est comme marcher derrière un réacteur allumé, tu te fais griller. Je me suis donc arrêté, les laissant décider s'ils voulaient s'approcher. Mais comme elle a coupé les bobines extérieures, donc pour elle, je pouvais m'avancer. J'aurais pu grimper à bord et les saluer. Je ne savais pas à ce moment-là que le copilote adolescent était un jeune gris. Les 3 autres, en revanche, sont humains, de jeunes Chinois. Les gris les ont secourus, pas enlevés. Ils sont orphelins et les gris essayaient de les ramener à la société humaine. Mais pour ça, ils doivent d'abord trouver un humain digne de confiance, quelqu'un que les enfants accepteraient et qui, lui aussi, aurait confiance en eux. Et celui qu'ils ont choisi s'appelle Al, prénom Charles. Pourquoi ne pas me l'avoir dit directement? Parce que selon eux, ils veulent me laisser le temps de comprendre par moi-même. C'est pour ça qu'ils m'ont choisi, parce qu'ils savent que je finirai par assembler les pièces du puzzle. Et l'engin qu'ils ont ce soir-là, c'est le même modèle que l'un des 3 qui se sont écrasés à Roswell. Et à l'arrière de ce vaisseau, pensez-vous que les humains savent aujourd'hui comment piloter ces engins? Je finis ma phrase et je vous réponds tout de suite. À l'arrière de chaque vaisseau, il y a des toilettes. Tous ces êtres, qu'ils soient extraterrestres ou biologiquement semblables à nous, mangent, respirent, boivent et, oui, doivent aussi aller aux toilettes. Donc forcément, chaque appareil en a un à l'arrière. Et si on parle du crash de Kingman, la jeune femme qui a survécu, le shérif local le rapporte, après être sortie du vaisseau, elle est retournée à l'intérieur et est restée tout au fond. Les ufologues ont dit tout de suite, elle priait, c'était une sorte de sanctuaire. Mais pour moi, c'est franchement risible. Il n'y a pas de sanctuaire à bord. Ce qu'il y a, c'est une salle d'eau. Et s'il faut attendre un moment dans un vaisseau endommagé, on va instinctivement à l'endroit où il y a de quoi s'isoler. De l'eau, un peu de confort, pas vers les commandes hors service. Donc ce que certains ont pris pour un lieu de culte n'était qu'une toilette, oui. Et dans le vaisseau récupéré à Roswell, celui dont les débris ont été entreposés dans le hangar, on aurait trouvé la même configuration. Le côté soufflé de l'appareil correspond probablement à la zone de stockage alimentaire, et de l'autre côté, il doit rester les restes, si j'ose dire, des toilettes. D'accord. Revenons à ma question. Pensez-vous que les humains savent piloter ces engins? Comme pour tout appareil complexe, s'ils sont formés, oui. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire instinctivement. Un Cessna, par exemple, paraît simple à piloter. Mais sans instructeur, vous ne faites rien. J'ai moi-même tenu les commandes d'un Cessna, environ 45 minutes, en tant que copilote. C'était un vol de nuit, calme, avec un pilote formé à côté de moi. Je me contentais de maintenir le calme et l'altitude. Si c'est ça, piloter, alors oui, mais sans formation, impossible. Et cette formation implique-t-elle un lien mental avec le vaisseau? On dit qu'il n'y a pas de tableau de bord, que le contrôle se fait par la pensée. Non, il n'y a rien de psychique là-dedans, tout est électronique. Les circuits sont simplement calibrés pour reconnaître certaines intentions ou réactions cérébrales. Ce n'est pas l'humain qui doit apprendre à penser différemment, c'est l'électronique du vaisseau qui doit être réglée spécifiquement pour chaque pilote. Combien de grands blancs sont présents avec vous, environ? Ça dépend du nombre de vaisseaux présents sur la base. Les vaisseaux interstellaires arrivent et repartent à des intervalles réguliers, un peu comme dans un aéroport. Ils préfèrent arriver autour des pleines lunes parce que l'alignement Terre-Lune-Soleil crée un champ gravitationnel uniforme, idéal pour les manœuvres. Ainsi, s'il y a un problème, ils peuvent battre en retraite sans risque de collision avec la Terre. Les grands blancs, eux, viennent par la nuit du plein cercle, alors que les gris, qui ont une base sur la Lune, se déplacent à tout moment. Leur logistique est très organisée. Certains vaisseaux font des rotations de 2 mois, d'autres, les plus longs que j'ai vus, suivent un cycle de 5 ans, probablement pour des missions depuis leur planète d'origine. Et comme ces engins voyagent bien plus vite que la lumière, je ne peux pas dire d'où exactement ils viennent. Mais quand aucun vaisseau n'est à quai, il reste peu de grands blancs sur la base, rarement plus d'une centaine dans tout le désert. Vous avez mentionné une certaine Pamela et une mission d'infiltration. Oui, la nuit où Pamela devait passer son examen final, elle devait se déguiser en humaine. Elle et un autre grand blanc, un mâle, devaient se faire passer pour un couple humain, sous les identités de Charles et de son épouse, afin de tester leur capacité à se fondre dans notre société et à interagir sans peur.
C'était une mission de contact diplomatique, comprendre comment se comporter dans un environnement humain sans provoquer de panique. Donc, si je comprends bien, un de ces grands blancs vous imitait. C'est ce que je suppose, oui. Je n'ai jamais vu de document officiel à ce sujet, mais tout indique que Pamela et son binôme devaient apprendre à agir en humains crédibles, et qu'ils ont choisi mon apparence et celle de ma femme comme modèle. Ils étaient fascinés par la manière dont les humains interagissent, se font confiance, communiquent avec nuance. Leur objectif n'est pas d'infiltrer nos laboratoires, mais d'apprendre à ne plus avoir peur de nous. Ils étaient aussi terrifiés par nous que nous pouvions l'être par eux. Ce soir-là, toute la vallée d'Indian Springs est illuminée. Des dizaines de vaisseaux scouts stationnent, des officiers humains sont présents, et j'en compte plus de 70. L'ambiance est presque celle d'une foire nocturne, avec cette lumière blanche diffuse qui recouvre le désert. Pamela doit alors marcher seule, sur un sentier, sans aucun de ses dispositifs activés, et venir à ma rencontre, pendant que je travaille, pour me saluer, dos tourné à moi, en signe de confiance totale. Mais au moment décisif, elle panique. Elle me voit, croit que je suis un monstre terrifiant et s'enfuit. Ce soir-là, elle échoue à son test. Mais plus tard, elle le réussira. Que pensent les grands blancs de l'humanité ? Ont-ils des projets pour nous ou cherchent-ils simplement à établir des relations diplomatiques ? Ils sont venus ici, au milieu de la dernière ère glaciaire, pour la même raison que nous avons une base à Guam. Alors mes énigmates, qu'est-ce que c'est que cette base ? Quand Charles parle de la base de Guam, il fait référence à l'île de Guam, un territoire américain situé dans le Pacifique occidental, à mi-chemin entre Hawaï et les Philippines. C'est un point stratégique majeur pour les États-Unis, exactement comme une station-service interstellaire dans sa métaphore. En clair, Guam abrite plusieurs bases militaires américaines, notamment Anderson Air Force Base et Naval Base Guam. Ces bases servent de point de ravitaillement, de maintenance et de transit pour les avions et les navires qui traversent le Pacifique. Elles permettent aux forces américaines de faire escale, de réparer, se reposer, se réapprovisionner en carburant et en nourriture, avant de repartir vers l'Asie ou l'Amérique. Hall transporte cette logique à l'échelle cosmique. Selon lui, la Terre joue le même rôle pour les Grands Blancs, une escale logistique au milieu d'un grand vide spatial entre plusieurs systèmes stellaires, ce qui nous explique ensuite. Le Soleil et le système solaire tout entier se trouvent au cœur d'un immense vide spatial. L'étoile la plus proche, Alpha du Centaure, ou Proxima Centauri, est à près de 4 années-lumière. Alors que, dans d'autres régions de la galaxie, beaucoup d'étoiles ne sont séparées que de quelques semaines-lumière. Si vous faites du commerce interstellaire, traverser un tel vide sans escale est risqué. Il est donc utile d'avoir un point d'arrêt au milieu du néant. Un endroit où se reposer, réparer son vaisseau, récolter de l'eau, des minéraux, ou simplement marcher un peu à l'extérieur. Donc pour eux, la Terre, c'est une aire de repos cosmique ? Exactement, un pit stop. Et s'ils sont nombreux à venir ici, c'est pour la même raison que beaucoup d'avions de l'US Air Force s'arrêtent à Guam, l'emplacement. Et si vous êtes sur place, il est pratique d'avoir quelques locaux qui cultivent, récoltent et vous apportent de la nourriture. Les grands blancs, comme les gris, sont végétariens. Que pensez-vous des rumeurs selon lesquelles Eisenhower aurait rencontré des extraterrestres ? On parle souvent d'un rendez-vous à Palm Springs en 1954 ou d'un atterrissage à la base aérienne de Holloman avec des êtres très grands, presque égyptiens, portant des coiffes pharaoniques. Certains disent même qu'une vidéo aurait existé, promise à Rod Sterling et Bob Emenegger, les réalisateurs du commentaire UFOs Past, Present and Future. Mais le film n'a jamais refait surface. D'après ce que vous savez, est-ce que cette rencontre a eu lieu et était-ce des grands blancs ? Alors je garde toujours une règle stricte, ne jamais commenter les histoires des autres. Mes livres ne reposent que sur mon expérience directe. Je n'ai jamais vu de documents classifiés ni participé à aucun projet secret. Tout ce que je raconte, c'est ce que j'ai vu et vécu, simplement. Ce que j'essaie de faire dans mes ouvrages, c'est expliquer à mes petits-enfants à quoi ressemblait ma vie à ce moment-là. Et leur dire que lorsqu'on traite personnellement avec des extraterrestres, ce n'est pas du tout la même chose que d'interagir avec des anges gardiens. Les anges, eux, sont comme des frères Raymond. On ne ressent jamais la peur quand ils sont là. Je crois que chacun de nous a au moins 2 anges qui ne nous quittent jamais et ne s'occupent que de nous. Ce qui me frustre, c'est de voir tant de gens bien intentionnés confondre Dieu, l'amour et les anges avec les entités biologiques que sont les extraterrestres. Ce sont 2 réalités totalement distinctes. Et c'est précisément ce que j'essaye de faire comprendre dans mes livres. Je me moque que le gouvernement veuille garder certaines choses secrètes. S'ils veulent classer la recette des barres de céréales et dire « tu peux en avoir une Charlie, mais tu ne dis rien à personne », ça me va très bien. Est-ce que ces grands blancs vous manquent ?
Vous aviez parlé d'une relation très proche avec RFH, presque fraternelle. Avez-vous déjà envisagé de le recontacter ou de retourner à Nellis ? Si je me retrouvais, disons, dans le désert du Nouveau-Mexique, du côté de Dell, l'un de leurs terrains de jeu préférés, et que je les voyais, par hasard, si je disais simplement « Tiens, je passais par là pour vous revoir », ils me répondraient sans doute « Eh bien, tu nous as vus, maintenant va ». Ce n'est pas de la froideur, c'est juste leur nature pragmatique. Ils sont extrêmement orientés vers leurs objectifs. Je me souviens d'une scène en 1965. La professeure, une grande blanche née à l'époque de George Washington, se trouve près du Range 2, avec sa fille, qu'elle appelle le papillon. Elle joue avec d'autres enfants sur une zone de tir désaffectée pendant que la mère les observe de plus haut. Et là, elle s'est souvenue de sa propre enfance, quand elle jouait au même endroit, mais avec une petite fille amérindienne de son âge. C'était sa meilleure amie à l'époque. Mais leur espèce vit 10 fois plus longtemps que nous. Ainsi, le temps qu'elle grandisse, l'équivalent pour nous du passage du CM1 à la 5e, à peine quelques années. La petite fille humaine, elle, avait vécu toute sa vie. Elle s'était mariée, avait eu des enfants et était morte de vieillesse. Pour la grande blanche, tout cela n'a duré qu'un souvenir d'enfance. Penses-tu que les grands blancs ressentent une forme d'affection pour les humains ? Oui, ils en ressentent. Mais il faut voir les choses de leur point de vue. Moi, j'ai 80 ans aujourd'hui. Même si je vis jusqu'à 100 ans, pour eux, c'est à peine un battement de cils. Donc, si j'étais dehors, à mon âge, à leur contact, ils me verraient un peu comme, tu sais, nous, quand on retrouve un vieux chien qu'on n'a pas vu depuis 10 ans. On l'aime, bien sûr, mais on sait qu'il ne sera pas là longtemps. Il y a un type à la NASA qui s'intéresse beaucoup à ce genre de sujet, aux expérienceurs. Il s'appelle Timothy Taylor. Tu le connais ? Timothy Taylor, oui, c'est un ami à nous. Ah, donc tu le connais bien. Tim Taylor, c'est un personnage assez particulier. Ceux qui savent, savent. Pour les autres, disons que c'est un ingénieur de la NASA devenu entrepreneur en biotechnologie. Dans le livre American Cosmic de Diana Pasulka, il apparaît sous le pseudonyme Tyler D. Il y est décrit comme quelqu'un encore impliqué dans les opérations de lancement pour la NASA. Pasulka raconte qu'il a conduit, elle et le biologiste de Stanford, Gary Nolan, sur un site de crash d'OVNI au Nouveau-Mexique. Il est considéré par beaucoup comme un gatekeeper, un initié, en contact avec des secrets liés aux récupérations de débris extraterrestres. Il affirmait aussi recevoir des téléchargements d'informations venues d'ailleurs grâce à des protocoles de communication avec des intelligences non humaines. Et puis, il a vécu une sorte de conversion mystique dans les archives du Vatican, un mélange de foi, de science et de contact avec l'au-delà technologique. En dehors du récit de Pasulka, d'autres témoins comme Chris Bledsoe le mentionnent aussi. Taylor aurait rendu visite à Bledsoe, parfois accompagné d'autres scientifiques ou responsables pour observer ses expériences de près. Certains vont même plus loin et disent que Tim Taylor serait un voyageur temporel, membre d'un programme secret de manipulation des lignes temporelles. Ce n'est pas de moi que ça vient, mais c'est une rumeur persistante. Il y aurait aussi des liens avec Thomas Townsend Brown, l'inventeur obsédé par l'antigravité, et donc, par extension, par le temps. Tous deux auraient fréquenté un cercle secret à Nassau, aux Bahamas, surnommé The Nassau Group, où se retrouvaient des figures comme Churchill ou William Stephenson, le modèle de James Bond. Alors dites-moi, comment avez-vous rencontré Tim Taylor ? Il est venu à nous après avoir entendu parler de mon histoire. À l'époque, sa fille devait être en CM2, quelque chose comme ça. Et pourquoi penses-tu qu'il s'est intéressé à ton témoignage ? Parce qu'il est convaincu que mon expérience est authentique. Il a même amené d'autres personnes ici, chez nous, pour me rencontrer. L'un d'eux a cuisiné dans ma propre cuisine. Mais j'ai essayé de recontacter ces gens plus tard sans jamais avoir de réponse. Tu te souviens de qui il a amené ? Oui, un certain David King, je crois, et un médecin aussi, mais j'ai oublié son nom. Tim nous a fait aussi rencontrer pas mal de ses amis. On a été reçus à Atlanta, dans une maison pleine de monde. Et ils voulaient juste en savoir plus, ou il y avait autre chose ? Non, ils étaient surtout curieux, très intéressés. Ils disaient ne plus travailler directement avec la NASA, mais ils voyageaient souvent sur des bases militaires. Il m'a dit qu'il était allé partout, sauf à Creech Air Force Base. Et quand il y est allé pour la première fois, il a été stupéfait. Il m'a dit « Charles, tu sous-estimes à quel point cet endroit est étrange. » Pendant une cérémonie, donc dans ce lieu, il a voulu s'éloigner un peu. Juste conduire 1 kilomètre plus loin. Un officier lui a dit « ce serait une très mauvaise idée ». Puis il a changé de sujet comme si de rien n'était. Ça l'a marqué. Est-ce qu'il t'a parlé de l'origine de son intérêt pour les extraterrestres ? Non, on n'a jamais parlé de ses projets ou de ce qu'il faisait vraiment, il restait discret. Il t'a déjà interrogé sur ta Hall Photon Theory ? Oui, sûrement, on en a discuté un peu, il parlait même de venir s'installer par ici. Mais ensuite il a disparu, c'est ça ?
Oui, il disait qu'il avait hâte d'être grand-père, puis plus rien. Plus de mails, plus de nouvelles. Ça faisait 15 ans qu'on échangeait pourtant. Il a fait pareil avec d'autres témoins, paraît-il. Peut-être qu'il est parti avec eux. Peut-être. Est-ce que tu penses qu'il a déjà rencontré un extraterrestre? Ah, il ne m'a jamais rien dit de tel. Et des observations personnelles? Aucune dont il m'ait parlé. Peut-être qu'il a vécu quelque chose au Vatican, non? Possible. Quand ma femme et moi sommes allés à Rome en 2005 ou en 2006, on avait emporté mes 3 premiers livres comme cadeau pour le pape Benoît XVI. Et 2 mois plus tard, on a reçu une lettre de remerciement de sa main. On l'a même photocopiée et mise dans le livre 4. Incroyable. Et est-ce que je peux la voir? Bah bien sûr, dans le tome 4. Et voilà mes énigmates, c'est la fin de l'interview. Alors après des mois passés auprès des Grands Blancs, Charles Hall comprend que ces êtres, malgré leur étrangeté, possèdent une forme d'humanité. Ils sont attentifs, curieux et parfois joueurs. Et tandis qu'il quitte la base, il reste avec cette question lancinante: comment coexister avec une intelligence si différente, mais si proche de nous dans ses habitudes les plus simples? Hall nous laisse avec cette réflexion. L'extraordinaire n'est peut-être pas seulement ce que nous voyons, mais ce que nous reconnaissons de nous-mêmes chez l'autre. Merci à vous, chers énigmates, de m'avoir suivi dans cette plongée au cœur de l'étrangeté. Abonnez-vous, likez, partagez, financez XN via Tipeee. À très vite pour une nouvelle enquête où le réel frôle l'impossible.